Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue. Alors, nous vous accueillons à petite dose. Je vois les personnes qui se connectent. Alors, au nom du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et du ministère de l'Éducation, tous deux partenaires dans le programme d'action concertée du Fonds Société et Culture, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Le Fonds est fier de s'associer au ministère de l'Éducation qui, depuis maintenant plus de 20 ans, s'implique activement dans le soutien à la recherche et en reconnaît l'importance pour éclairer les décisions et les actions gouvernementales au sein de différentes instances et en direction des milieux de pratique concernés. Ce partenariat a permis de développer différents programmes de recherche, notamment sur la persévérance et la réussite scolaire, ainsi qu'un programme sur la lecture et l'écriture, donc en tête d'affiche aujourd'hui. L'objectif principal de ce programme, qui est en fait intitulé Programme de recherche en littératie, est de développer des connaissances afin de favoriser le développement, le maintien et le rehaussement des compétences en littératie. Les présentations réunies aujourd'hui traitent donc de ces préoccupations communes et répondent aux besoins spécifiques exprimés dans un appel de proposition lancé en 2019, dans lequel, par ailleurs, les besoins de connaissances sont arrimés notamment aux orientations et enjeux de la politique sur la réussite éducative. Politique lancée en 2017 par le ministère de l'Éducation. Alors, je vois que vous êtes nombreuses à avoir répondu à notre invitation et vous êtes près de 180 personnes à vous être inscrites d'horizons divers. Je remarquais conseillère pédagogique, orthophoniste, enseignante, direction aussi d'établissement. Donc, ce qui nous apparaît être une indication claire que les présentations d'aujourd'hui vous interpellent et répondent à un besoin bien concret. Je me présente, Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au FRQSC. C'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre où nous accueillons donc pour les deux projets qui vous seront tour à tour présentés, qui s'avèrent le fruit des travaux menés par l'équipe de Mme Kathleen Sénéchal, qui est professeure à l'Université du Québec à Montréal, et celle de Mme Philippa Bell, également professeure à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est au règne de la technologie Zoom, technicienne au FRQSC, et qui est responsable de l'organisation de cette rencontre. Avec nous également, Mme Caroline Bégin, qui est conseillère stratégique au Bureau d'intelligence d'affaires du ministère de l'Éducation. Mme Bégin a généreusement accepté en fait d'agir à titre de modératrice lors des périodes de questions qui suivront chacune des présentations. Questions qu'elle relayera à nos chercheuses invitées. Alors, vous aurez remarqué que vos caméras et micros sont fermés. Au moment de la période de questions, justement, vous n'aurez qu'à soumettre vos commentaires ou questions dans la section de discussion que vous pouvez identifier dès maintenant au bas de votre écran. Alors, qui peut être indiqué chat pour certaines personnes. Je vous informe par ailleurs que ces questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participantes et participants dans la discussion, mais se dirigent uniquement vers les panélistes. Brièvement, pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, le FRQSC, me permettrait de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Et pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs universitaires du Québec. Dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, la particularité est ici que nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires.
Qui sont ces partenaires? Bien, pour beaucoup des ministères, en l'occurrence le ministère de l'Éducation ici, ils peuvent être aussi du secteur privé. Et en souscrivant nos programmes, ils adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Et c'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, c'est précisément en réponse à l'appel de proposition auquel je faisais référence plus tôt, lancé par le ministère de l'Éducation et le FRQSC, qui invitait la communauté scientifique à soumettre une proposition de projet de recherche, puis à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, que, entre autres, les deux projets d'aujourd'hui, les deux projets de recherche, ont été sélectionnés. Je termine quand même en précisant que dès maintenant que la présentation est enregistrée et rediffusée sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne du DFRQ, alors que la deuxième présentation n'est offerte qu'en mode synchrone. Les rapports de recherche de ces deux projets se trouvent néanmoins en ligne pour les personnes qui voudraient en apprendre davantage sur le sujet. Alors, pour commencer, sans plus tarder, accueillons Kathleen Sénéchal, qui est accompagnée de Mélanie Dumouchel et Geneviève Messier, co-chercheuses dans cette équipe. Alors, je me permets d'abord de présenter Kathleen Sénéchal, qui est professeure agrégée au département de didactique des langues de l'Université du Québec à Montréal, qu'elle a rejoint en 2016. Elle est également directrice du Centre d'études sur l'apprentissage et la performance. Et ses projets actuels portent sur le lien entre la didactique de l'oral et la gestion de la classe, l'approche intégrée en français, le rapport à l'oral et l'approche culturelle. Alors, sans plus tarder, je vous invite, Kathleen Sénéchal, à partager votre présentation. Je vous cède donc la parole afin que vous puissiez nous présenter le fruit de vos travaux. Oui, c'est ça ici. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Godbout. On va commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le fruit de notre projet intitulé Accroître le temps de parole des élèves, mise en place concertée de pratiques d'enseignement d'oral réflectif et de gestion de la classe pour soutenir le développement des compétences en littératie des élèves. Après vous avoir présenté notre équipe, on va enchaîner avec l'identification de nos objectifs de recherche au regard du besoin auquel on cherchait à répondre. L'essentiel de la présentation portera sur nos résultats, leurs retombées et leur applicabilité, ainsi que sur des pistes de solutions adressées à différents publics. Et enfin, on va terminer en vous exposant quelques pistes de recherche qui nous semblent prometteuses à la lumière des constats faits en cours de route. On commence avec une brève présentation de l'équipe qui était composée de 3 chercheuses universitaires, dont moi-même, ainsi que de mes collègues Mélanie Dumouchel, qui est professeure en gestion de la classe au département didactique de l'UQAM, et Geneviève Messier, qui est professeure en didactique générale, elle aussi au département didactique de l'UQAM. Nous pouvions également compter sur 2 conseillères pédagogiques du Centre de services scolaires des SAMAR qui agissaient à titre de co-chercheuses du milieu, ainsi que sur une conseillère pédagogique du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île qui a collaboré au projet. Pour ce qui est de nos objectifs de recherche, d'abord, le besoin auquel on cherchait à répondre en menant le projet dont il est question, c'est le 4e de l'appel de proposition qui a été lancé à l'époque, soit quelles pratiques enseignantes favorisant les interactions sociales en classe sont les plus susceptibles de développer les compétences en littératie au primaire ou au secondaire. Aussi, l'objectif principal de notre recherche était-il de co-construire avec des enseignants du primaire des pratiques d'enseignement soutenant le développement des compétences en littératie des élèves par la mise en place de situations d'oral réflectif ainsi que des pratiques de gestion de la classe cohérentes. Cet objectif principal s'est décliné en différents objectifs spécifiques. Les 2 premiers allaient comme suit.
Décrire les obstacles et les défis à la mise en place de l'oral réflexif pour soutenir la prise de parole des élèves en classe et décrire les obstacles et défis à la mise en place de pratiques de gestion de la classe favorisant la prise de parole des élèves en classe. Ces objectifs spécifiques ont été poursuivis conjointement à l'an 1 de la recherche. Pour ce faire, on a mené 2 groupes de discussion dans chacune des 3 écoles impliquées qui portaient respectivement sur l'oral réflectif et sur la gestion de la classe pour documenter les pratiques déclarées, les représentations et les besoins de formation et d'accompagnement. Les groupes de discussion se sont déroulés à l'hiver 2021 sur Zoom en raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19. Ils ont été intégralement transcrits et on a réalisé une analyse de contenu déductive à partir de catégories préétablies à l'aide de NVivo. L'objectif spécifique 3, pour sa part, consistait à implanter en collaboration avec les enseignantes des pratiques co-construites d'enseignement et de gestion de la classe permettant la mise en œuvre de contextes d'oral réflexif pour soutenir le développement des compétences en littératie des élèves. C'est un objectif qui a été poursuivi aux années 2 et 3 du projet. À partir d'une captation audiovisuelle de ce que les enseignantes considéraient être un contexte d'oral réflectif réalisé en septembre 2021, on a formé 2 communautés de pratique à l'an 2, puis 4 groupes de besoins à l'an 3. Et dans les 2 cas, il y a eu 3 rencontres avec chacun des groupes, avec des captations audiovisuelles intermédiaires, utilisation d'un journal de bord, entretien individuel et bilan sous forme de questionnaire. À nouveau, on a utilisé Zoom pour les rencontres qui ont fait l'objet d'une transcription. Les captations et les journaux de bord ont quant à eux été transposés en mini-synopsis et le tout a fait l'objet d'une analyse de contenu. Nous présentons maintenant les résultats, les retombées et l'applicabilité de ces résultats. Donc, nous commençons tout d'abord par vous présenter les résultats des groupes de discussion au regard de l'oral réflexif. Donc, l'année est ressortie que l'oral se manifeste au quotidien et ce, dans différentes disciplines scolaires, comme nous l'avons mentionné précédemment. Les enseignants nous ont également parlé du travail d'équipe où l'oral se manifeste, mais toutefois en exprimant des intentions contradictoires. En effet, d'une part, elles souhaitent des interactions longues entre les élèves pour leur laisser le temps de s'apporter quelque chose, de discuter entre eux. Et d'autre part, elles ont un souci d'efficacité au regard de la rapidité d'exécution de ce travail, de cette tâche qui leur a été donnée aux élèves. Ensuite, elles ont mentionné aussi les difficultés justement à former ces équipes. Donc, certains élèves sont de grands parleurs et prennent beaucoup de place, voire trop de place. D'autres sont des petits parleurs et ne prennent pas leur place dans ces discussions. Et d'autres encore ne veulent tout simplement pas travailler en équipe. Tout ceci entraîne certainement des problèmes pour l'enseignante avec sa gestion de la classe dans ces moments. On retient également qu'elles sont conscientes de la nécessité de laisser plus de place à la parole des élèves, même si ce sont normalement elles qui parlent davantage. Et finalement, elles ont mentionné aussi leur besoin de se sentir plus outillées lorsqu'il est question de l'oral réflexif et plus précisément en ce qui a trait à l'évaluation de celui-ci. Maintenant, les résultats des groupes de discussion au regard de la gestion de la classe. Pour les enseignantes, la gestion de la classe se résume à gérer les comportements des élèves, donc soit à leur décrire les comportements que les élèves doivent adopter, soit les comportements qu'ils doivent au contraire proscrire. Donc, d'ailleurs, la majorité d'entre elles mentionnent utiliser un système de gestion des comportements, soit par une émulation positive ou négative. Aussi, la gestion de la classe pour elle, la gestion de la classe est une affaire d'enseignante. Donc, il y a peu de place pour les élèves dans ce domaine et on le voyait tant dans leur discours que dans ce qu'elles nous ont décrit faire dans la classe. Elle ressortit également du groupe de discussion, l'importance qu'elles accordent à l'établissement d'une relation éducative positive et significative avec leurs élèves pour réussir à gérer leur classe. Les enseignants sont revenus aussi sur la difficulté à gérer les moments où les élèves travaillent en équipe, en mentionnant les élèves qui parlent peu comme étant un élément qui complexifie la formation des équipes. Finalement, malgré tout ce qui a été nommé précédemment, les enseignants mentionnent ne pas avoir de besoin particulier en formation en gestion de la classe.
Maintenant, du côté de l'an 2, comme mentionné précédemment par Kathleen, pour rencontrer le troisième objectif de recherche qu'on avait, on a constitué à l'an 2 des communautés de pratique avec les enseignantes participantes et les communautés ont été formées en fonction des pratiques dominantes qu'on a pu observer dans les captations visuelles qui ont eu lieu en septembre 2021. Comme en témoigne le tableau que vous voyez là, ça représente notre groupe 1. C'est une communauté de pratique qui regroupait 6 enseignantes qui avaient des pratiques autour de la lecture interactive ou des pratiques s'y apparentant, lesquelles auraient dû se centrer autour d'échanges entre l'enseignante et les élèves ou entre les élèves. Il y aurait dû aussi avoir des échanges. Or, ce n'est pas vraiment ce qu'on a pu observer. Les élèves dans les échanges qui avaient lieu étaient plutôt passifs et en attente de consignes ou d'approbation de la part de l'enseignante. Et les enseignantes restaient maîtres des échanges, donc en contrôle des interactions qui se déroulaient dans le cadre de la classe. Donc, les pratiques qu'on a pu observer ne plaçaient donc pas les élèves en situation où les élèves interagissaient pour apprendre ensemble. Donc, on est parti de ces constats et on a misé pour les rencontres avec nos enseignantes sur la bonification des échanges entre les élèves eux-mêmes et avec l'enseignante, sur le soutien aux échanges par l'enseignante et aussi sur un changement de posture pour que les enseignantes aillent vers une posture d'accompagnement plutôt qu'une posture de contrôle. On a proposé plusieurs pistes d'action à nos 6 enseignantes qu'elles ont pu réinvestir par la suite. Par exemple, on leur a proposé de placer les élèves en cercle lors des échanges et de se placer à leur hauteur aussi lors de ces moments et d'alterner les échanges en grands groupes et entre diades d'élèves. On leur a aussi proposé de verbaliser à leurs élèves une intention d'écoute pour faciliter les échanges lorsqu'ils avaient lieu. Et ça a porté fruit parce que les enseignantes qui ont participé à ce groupe ont pour la plupart réinvesti les propositions qui avaient été soulevées. Et nous avons aussi observé un début de changement de posture chez elles pour que les élèves gagnent davantage en autonomie et qu'elles adoptent un rôle de guide dans les interactions. Maintenant, en ce qui a trait à la deuxième communauté de pratique qui réunissait 5 enseignantes de ce côté, qui préconisait davantage l'approche par problème, on a pu observer dès le départ que les enseignantes qui participaient à ce groupe intégraient déjà des contextes d'oral réflexif dans les activités qui étaient proposées à leurs élèves. Nous avons donc travaillé de pair avec elles pour qu'il y ait davantage de contexte d'oral réflexif et que la posture d'accompagnement soit encore plus investie par les enseignantes. Comme piste d'action, nous avons suggéré à nos enseignantes de regrouper leurs élèves selon le principe des petits, des moyens et des grands parleurs pour stimuler davantage les échanges. Et nous leur avons aussi proposé de mettre en place des habiletés et des structures coopératives que l'on peut utiliser lorsqu'on utilise l'apprentissage coopératif, où les élèves allaient se trouver dans des contextes d'interaction pour apprendre ensemble. Et encore une fois, on a pu observer que les enseignantes avaient réinvesti les propositions qui avaient été soulevées, surtout la structure coopérative du casse-tête d'expertise qui a été très appréciée chez nos enseignantes. Aussi, nous avons pu remarquer une plus grande prise de conscience chez les enseignants de la posture d'accompagnement que nécessitait la mise en place de pratiques d'oral réflexif. Pour terminer, on voulait soulever que pour les 2 groupes, donc dans les 2 communautés de pratique, nous avons aussi travaillé autour de l'importance de formuler une intention d'apprentissage qui favorisait la mise en place d'activités où les élèves allaient se trouver en interaction pour apprendre ensemble. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième année. Donc maintenant, pour ce qui est de l'an 3, on a choisi de faire éclater les communautés de pratique pour former plutôt des groupes de besoins plus restreints de 2 ou 3 enseignantes qui comptaient également là, 2 CP et nous 3, donc 3 chercheuses, pour permettre un accompagnement qui se voulait un peu plus individualisé. Comme les groupes étaient plus restreints, pardon, j'ai déroulé trop vite. Donc, comme les groupes étaient plus restreints, ce sont des interactions vraiment entre les collègues qui ont été mises en avant dans toutes les rencontres. Alors, à chaque fois qu'on faisait un retour sur les pratiques, on faisait d'abord s'exprimer l'enseignante
dont qu'il était question, là, puis ses collègues avant de donner la parole au CP et de compléter nous-mêmes au besoin. C'est une façon de faire qui a donné lieu à de la co-construction de pratiques lors de toutes les rencontres, notamment en misant sur la transversalité de l'oral réflectif. Les activités qui ont découlé des échanges sortaient régulièrement de la discipline français pour exploiter le potentiel de l'oral réflectif en mathématiques, en univers social, en sciences, en éthique et même en art. Et enfin, au cours de cette année, les enseignantes ont encore plus pris conscience de la nécessité d'adopter une même posture d'accompagnement dans l'agir didactique et dans les pratiques de gestion de la classe pour mettre en œuvre des contextes d'oral réflectif porteurs et efficients. À la fin de l'an 3, on a réalisé un bilan de la recherche en faisant remplir un questionnaire aux enseignantes. Donc, on va faire ressortir maintenant quelques éléments là, qui ont émergé de ce bilan de façon plus marquante. Presque toutes les enseignantes ont nommé le fait que l'oral réflectif peut être facilement intégré dans différentes activités, voire dans différentes disciplines scolaires, mais qu'en contrepartie, ça nécessite quand même une très bonne planification. Comme Geneviève l'a mentionné, on a beaucoup travaillé sur l'apprentissage coopératif à l'an 2. C'est un travail d'ailleurs qu'on a poursuivi à l'an 3. Et ça a été nommé dans les réponses des enseignantes comme étant un élément facilitant la gestion de la classe et la mise en place de contextes oral réflectifs parce que ça oriente nécessairement les élèves vers une tâche à réaliser ensemble. La prise de conscience qu'ont fait les enseignantes du caractère indissociable de l'oral réflectif et de la gestion de la classe a clairement été mis en évidence dans leurs réponses. Plusieurs ont mentionné qu'elles devraient repenser leur façon de concevoir la gestion de la classe pour donner aux élèves l'espace nécessaire pour faire de l'oral réflectif, donc leur donner le temps de parole là, qui est nécessaire pour ce faire. Et enfin, il a été nommé à plusieurs reprises que le fait de donner plus de temps de parole aux élèves, notamment via le travail en équipe, ça favorise leur responsabilisation. Merci. Nous enchaînons maintenant avec les retombées pour les politiques, les programmes ou les interventions. Donc, nous présentons tout d'abord les retombées au regard du renouvellement des pratiques enseignantes. Nous avons maintenant une meilleure compréhension de ce qu'est l'oral réflexif. En effet, afin de gérer l'attention et l'engagement des élèves dans la tâche et ainsi leur comportement, mais aussi pour leur laisser plus de temps de parole, nous avons mis en place avec les enseignantes, comme on l'a dit précédemment, le travail coopératif. Nous a amené aussi à une meilleure compréhension des principes de l'apprentissage coopératif, notamment la nécessité de l'interdépendance entre les élèves. Ce sont ces éléments qui ont mené à une bonification de la conception de l'oral réflexif. Ensuite, il y a la nécessité de l'adoption d'une posture d'accompagnement par l'enseignante, et ce, tant dans sa gestion de la classe que dans son enseignement. En effet, l'enseignante qui adopte une telle posture ne vient plus contrôler les élèves, la parole des élèves, mais bien les soutenir et les accompagner dans leur apprentissage, ce qui est plus favorable à la mise en contexte d'oral réflexif. Cette posture d'accompagnement permet également de reconnaître le pouvoir des élèves, mais surtout de laisser aux élèves ou de provoquer l'occasion d'exercer ce pouvoir. Et comme la parole est souvent le pouvoir dans une classe, en reconnaissant le pouvoir de l'élève, l'enseignante lui donne donc plus de parole, donc plus de temps de parole, donc plus de place. Une autre retombée importante de notre recherche, c'est la volonté des enseignantes de créer davantage de contextes d'oral réflexif dans leur enseignement, et ce quotidien, et comme on l'a dit, dans plusieurs disciplines et non juste dans la discipline français. Elles les amènent à proposer, à leurs élèves des situations d'apprentissage coopératif en leur laissant plus de pouvoir et en menant moins les échanges. Maintenant, les retombées au regard de la formation initiale. Tout d'abord, les pratiques de l'oral réflexif et les pratiques de gestion de classe doivent être en cohérence, notamment à travers la posture de l'enseignante. Il doit y avoir une réflexion sur les liens entre la didactique et la gestion de classe, et ce, dès la formation initiale, pour qu'une mise en cohérence s'établisse une fois rendue dans la pratique. Finalement, notre recherche a mis aussi en évidence la part de l'oral réflexif, non seulement, comme je disais, dans la discipline français, mais bien dans toutes les disciplines. On peut noter en mathématiques, en univers social, en sciences ou en éthique. Et comme nous l'avons déjà dit, dans un contexte d'oral réflexif, les élèves interagissent pour réaliser ensemble des apprentissages qui est aussi profitable effectivement dans toutes les matières.
Maintenant, les retombées pour l'avancement des connaissances. Donc, une des premières retombées est, comme nous venons de le dire, justement, la bonification de la conceptualisation de l'oral réflexif, qui se lit maintenant comme suit, comme étant une situation où les élèves échangent pour apprendre ensemble et reprennent mutuellement le discours de l'autre pour le transformer, l'enrichir, afin de parvenir à un construit commun. Ensuite, il y a aussi l'importance de la formulation de l'intention d'apprentissage qui a pris tout son sens dans les contextes d'oral réflexif, notamment avec l'ajout du terme ensemble dans justement la formulation de cette intention. Notons également le caractère indispensable de la coopération nécessaire pour établir un contexte oral réflexif. Notons aussi l'indissociabilité de la gestion de la classe et de l'oral réflexif. Oui, leur indissociabilité, mais aussi l'importance de la cohérence entre les deux. Et finalement, notre recherche a mis aussi en évidence l'importance de l'enjeu de l'évaluation de l'oral, tant pour les élèves, les enseignantes et les chercheurs. Donc, maintenant, nous enchaînons avec les limites de l'applicabilité de nos résultats. Donc, tout d'abord, nous pouvons mentionner l'impossibilité de généralisation de nos résultats. En effet, compte tenu de la taille de notre échantillon, soit 12 participants, mais aussi la non-représentativité de celui-ci, parce que nous avons eu recours à un échantillon accidentel. Donc, nous avons recruté des enseignantes intéressées à participer au projet que nous leur proposions, donc qui adhéraient d'emblée à cette collaboration autour de la mise en cohérence de l'oral réflexif et de la gestion de la classe. En revanche, nous pouvons parler de transférabilité de nos résultats qui s'avèrent possibles et plausibles selon la connaissance que nous avons du milieu scolaire. Ensuite, il est vraiment difficile de passer sous silence le contexte particulier dans lequel notre recherche s'est déroulée. Donc, si on se souvient, celui de la COVID-19, ce contexte bien particulier nous a obligés à faire des modifications au devis de recherche que nous avions prévu initialement. Par exemple, l'accessibilité physique, physiquement d'être dans le milieu scolaire qui est devenu difficile, voire parfois impossible. Le nombre restreint d'enseignantes, mais le nombre plus élevé d'écoles qui ont participé à notre recherche, les rencontres qui ont eu lieu en Zoom plutôt qu'en présence et bien plus encore de changements, comme vous pouvez vous en douter. De plus, nous pouvons aussi mentionner, toujours en lien avec la COVID-19, que ce contexte pandémique a pu influencer les pratiques d'enseignement des enseignantes participantes, puisqu'elles devaient, elles aussi, concilier avec des normes sanitaires contraignantes, ce qui ne facilitait pas toujours la planification et la mise en œuvre des situations de l'oral ou la prise de parole des élèves. On peut penser, par exemple, au port du masque ou à la distanciation sociale, alors que ces dimensions étaient des focales de notre recherche. Ainsi, les pratiques observées auxquelles nous avons eu accès sont certainement modifiées au regard des pratiques d'enseignement habituellement mises en œuvre. Finalement, nous pouvons mentionner la transformation des pratiques qui a été à des degrés variables selon les enseignantes. En effet, tout au long de la recherche, nous avons pu constater que pour la majorité des enseignantes, la progression a été notable, mais que pour certaines d'entre elles, la progression a été plus modeste. Certes, notre échantillon était hétérogène parce que les enseignants n'avaient pas toutes les mêmes pratiques d'enseignement au départ, ni la même reconnaissance de leurs besoins. Nous pensons tout de même qu'un accompagnement plus soutenu de certaines enseignantes directement dans la classe aurait pu être bénéfique, notamment sur leur engagement en recourant, par exemple, à une participation observante. Merci. Maintenant, de ces résultats découlent plusieurs pistes de solutions à l'attention de diverses instances ou intervenants en contexte scolaire. Nous allons commencer par les décideurs. Donc, à la lumière des résultats obtenus, nous considérons que la conception de la gestion de la classe qui est présente dans le plus récent référentiel de compétences professionnelles pour la profession enseignante devrait promouvoir une plus grande place de l'élève dans la vie de la classe. Aussi, une vision intégrée des compétences professionnelles plutôt qu'une vision isolée de celles-ci devrait être davantage mise de l'avant dans les prescriptions que nous avons afin qu'elles soient comprises comme étant complémentaires pour favoriser les apprentissages des élèves. C'est apparu de façon assez claire que la planification, on le sait, de façon
implicite, mais c'est apparu encore plus clairement là, avec les résultats que la planification pouvait avoir une incidence et sur le pilotage et sur la gestion de la classe. Donc, d'en parler dès ces prescriptions, ça pourrait être intéressant. Enfin, une dernière piste concerne le caractère transversal de l'oral réflexif qui est apparu manifeste tout au long de notre projet, ce qui nous amène à suggérer que l'oral réflexif soit intégré comme une modalité d'apprentissage dans l'ensemble des didactiques disciplinaires dès la formation initiale et qu'un accompagnement à son égard se poursuive en formation continue. Maintenant, suivant la même logique que les pistes que nous venons d'énoncer, allons du côté des enseignants. Nous suggérons aux personnes enseignantes d'opter aussi pour une vision intégrée des compétences professionnelles afin qu'elles puissent tirer profit justement des liens qui les unissent dans leur pratique. Aussi, nous invitons les personnes enseignantes à exploiter allègrement l'oral réflexif dans les contextes autres que la discipline français afin que l'oral devienne un vecteur d'apprentissage pour toutes les disciplines qui sont présentes en contexte scolaire. Et la mise en cohérence de pratiques de gestion de la classe facilitant la prise de parole en classe, entre autres l'adoption d'une posture d'accompagnement, s'avère selon nous aussi une piste prometteuse à partir des résultats que nous avons obtenus. Et maintenant, en ce qui a trait aux pistes destinées aux directions d'établissements scolaires, nous considérons que les directions devraient valoriser davantage la participation du personnel enseignant à des recherches dont les visées sont de répondre aux besoins authentiques des personnes enseignantes. Et dans le même esprit, nous souhaitons que les directions n'hésitent pas à nous solliciter, chercheuses et chercheurs universitaires, afin qu'on puisse travailler avec leur équipe école pour répondre aux besoins qu'ils ont. Donc, c'est à toi, Parmi Catherine. les éléments, merci Geneviève. Parmi les éléments qui viennent d'être mentionnés là, par Geneviève, certains nous apparaissent prioritaires à la lumière des constats qu'on a fait au cours du projet. Alors, on vous le répète depuis plusieurs diapositives, on vous rabat les oreilles avec ça, mais évidemment, le caractère transversal de l'oral réflexif, c'est quelque chose qui, selon nous, est une piste à exploiter. Il est en effet pertinent de faire de la place à l'oral pour apprendre dès le début de la scolarité et de l'exploiter également dans les pratiques universitaires, donc pas seulement en didactique du français, là, mais bien vraiment dans toutes les disciplines et au-delà également des programmes en éducation. C'est sûr que ça nécessite cependant un changement de posture de la part des personnes enseignantes, comme on l'a également répété à maintes reprises, et ça, quel que soit leur ordre d'enseignement. Donc, on doit sortir de l'idée reçue selon laquelle on a l'impression de véritablement enseigner si on adopte des pratiques transmissives. En bref, ce n'est pas parce qu'on n'enseigne pas de façon magistrale qu'on n'enseigne pas. Maintenant, pour ce qui est des pistes de recherche, à partir de ce que nous avons réalisé, évidemment, d'autres recherches pourraient être menées pour aller plus loin relativement à certains aspects. On vous en présente quelques-unes. Premièrement, comme on s'est intéressé aux pratiques d'enseignement, il apparaît nécessaire de faire porter la focale d'une recherche sur les apprentissages réalisés par les élèves en contexte d'oral réflectif, entre autres en ayant recours à des entretiens métacognitifs pour les faire parler de leurs apprentissages. Deuxièmement, un projet similaire pourrait être mené au secondaire avec une équipe multidisciplinaire où la plus-value de l'oral réflectif sur la socialisation des adolescents pourrait être explorée. Puis, c'est très actuel dans le contexte dans lequel on vit. Troisièmement, il pourrait être intéressant d'explorer le lien entre la didactique et la gestion de la classe dès la formation initiale à l'enseignement. Et quatrièmement, il est ressorti tout au long de la réalisation de notre projet, et ce, sans surprise, que l'évaluation de l'oral demeure une préoccupation très forte chez les personnes enseignantes. Alors, parmi ces pistes, laquelle allons-nous prioriser? En fait, il y en a deux. La première piste, parce que dans une perspective pour le moment,
On suppose que l'oral réflexif contribue aux apprentissages, selon ce qu'on peut observer, là, même si on n'a pas étudié précisément les apprentissages des élèves, on a quand même pu faire quelques observations en classe, mais en fait, il demeure qu'on doit pouvoir le mesurer clairement là, pour que ce soit établi hors de tout doute. Et nous souhaitons également prioriser la quatrième piste dans une perspective d'évaluation dans sa fonction d'aide à l'apprentissage, qui n'est malheureusement pas envisagée de façon naturelle lorsqu'il est de communication, question de communication orale. C'est ce que les recherches nous disent, là, qui portent davantage sur les pratiques d'enseignement. Alors, c'est ce qui met fin à notre présentation. Pour terminer, on l'a déjà fait là au début de notre rapport de recherche, mais nous nous profitons de l'occasion pour remercier à nouveau les enseignantes qui ont pris part au projet et sans qui celui-ci n'aurait pas existé. On remercie également les conseillères pédagogiques qui nous ont épaulés tout au long de la recherche et évidemment, on remercie le FRPSC et le ministère de l'Éducation qui nous ont permis de concrétiser ce qui n'était au départ qu'un sujet de discussion entre collègues. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Sénéchal et votre équipe pour votre présentation. Alors, j'invite les participants à écrire vos questions dans le salon de clavardage et je pourrai les relayer. Alors, en attendant, moi, j'en aurais une question. Je sais que vous l'avez défini en milieu de présentation, le concept d'oral réflexif, mais voulez-vous nous le redire et nous donner un exemple concret fait par les élèves, notamment par des élèves tout petits dès le premier cycle du primaire? Donc, en quoi pourrait consister l'oral réflexif chez les enfants en première année, par exemple? Je vais juste reprendre là, notre définition exacte. Je la connais bien, mais je ne vais juste pas vous donner en fait des mauvais termes. Là, c'est vraiment des contextes dans lesquels les interlocuteurs échangent pour co-construire ensemble, donc apprendre ensemble. Je vais juste essayer de retrouver la diapo. Ça ne sera pas très long. Est-ce que La tu new visualises? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, avec les améliorations ou les constats qu'on a fait dans la recherche, là, donc on arrive avec une définition de l'oral réflexif qui est vraiment une situation où les élèves échangent pour apprendre ensemble et où ils reprennent mutuellement le discours de l'autre pour le transformer, l'enrichir afin de parvenir à un construit commun entre les personnes qui prennent la parole. Oui. Pour répondre à votre question là, concernant les élèves plus jeunes qui sont au premier cycle, par exemple, on va y aller avec quelque chose qu'on a observé là, dans le cadre des lectures interactives. C'est quelque chose qu'on a demandé aux enseignantes de faire, donc de s'arrêter à 3 ou 4 moments pendant leur lecture, de poser des questions aux élèves, toujours en leur donnant une intention là, d'écoute pour chacun des passages. Et ensuite, on leur posait des questions, par exemple, d'anticipation. Que crois-tu qu'il va se passer? Qu'est-ce qui va arriver au personnage principal de l'histoire dans la suite? Et là, les élèves devaient échanger ensemble pour en arriver à finalement choisir une réponse qui était commune. Donc, un élève pouvait dire, ah ben, moi, je pense qu'il va se passer ceci. L'autre pouvait le questionner. Ah oui, pourquoi? Et là, on amène toujours l'interlocuteur finalement à développer. Il peut y avoir des activités là, de résolution de problèmes en mathématiques aussi. Il peut y avoir également des contextes où les élèves vont devoir sélectionner les concepts mathématiques dont ils vont avoir besoin pour résoudre le problème par la suite, là. Donc, ça, c'est sûr que ça les fait chercher ensemble. Ce qui est important, puis ça, c'est pas exactement la définition, mais dans les articles qu'on a écrits sur le sujet, on en parle beaucoup, c'est toujours de présenter aux élèves une situation qui est suffisamment complexe pour les amener à coopérer. Donc, c'est certain que ça, c'est en lien avec l'intention d'apprentissage là, dont on a parlé. Si on ne propose pas une tâche qui est suffisamment complexe aux élèves, ce qui va se passer, ce qu'on observe fréquemment, c'est qu'ils vont réaliser la tâche en parallèle, un à côté de l'autre, en parlant de leur fin de semaine. Donc, c'est là où c'est moins intéressant un peu. Merci pour votre réponse. Alors, j'en ai une autre question de la part de M. Tancrède. Quelles sont les sources de fiables qui existent afin de s'approprier l'oral réflexif en contexte d'enseignement et d'accompagnement en tant que conseiller pédagogique? Il se pose des questions sur les sources fiables. Voulez-vous que je continue, les filles?
Ah ben, d'accord. Au C'est bien besoin, parti. ouvrez votre micro et complétez. Donc, pour ce qui est des sources fiables, c'est sûr que sur le plan théorique, le texte fondateur, c'est celui de Chaban et Bucheton de 2002. Donc, ça date, mais on a beau vouloir réinventer la roue, ça reste que c'est extrêmement bien décrit dans ce texte-là, dans l'introduction de l'ouvrage. Sinon, nous avons écrit une série de 4 articles qui vont paraître à partir du numéro de ce printemps sur l'oral réflectif. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'oral réflectif? Dans quel contexte ça peut se manifester avec différents exemples hors discipline français? On a un troisième article qui porte plutôt sur la posture d'accompagnement, donc tout le lien avec la gestion de la classe. Et un quatrième article qui va faire plaisir, je pense, à plusieurs personnes, qui porte plutôt sur l'évaluation en contexte d'oral réflectif. Donc, j'imagine que tous ces articles vont être publiés dans des revues différentes. Non, c'est dans Vive le primaire. Dans En Vive le fait, primaire. oui, dans Vive le primaire, c'est une série de 4 articles, donc qui vont paraître dans 4 numéros qui vont se succéder un à la suite de l'autre. Donc, la première parution va être dans le numéro qui devrait sortir là, vraiment sous peu. Ensuite, à l'automne, hiver et encore printemps là, de l'année prochaine. Évidemment, nous avons fait plusieurs publications là, depuis le début du projet dans des revues scientifiques qui sont toutes recensées à la fin de notre rapport. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil. Intéressant, merci. J'attends toujours des prochaines questions de la part des participants. Donc, Geneviève, je ne pense pas qu'il y en a d'autres questions. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre présentation encore une fois. C'était très enrichissant. Ça me fait plaisir. Merci à vous pour l'occasion. Merci. Nos participants, parce qu'on a quand même du temps, puis ça aurait été vraiment profitable pour eux dans leur contexte Ah, de mais travail. pardon, je viens de voir d'autres questions qui sont apparues Oui, dans oui, la conversation. vous Est-ce avez que raison, Marie. j'allais juste demander, est-ce qu'on peut, donc la revue Vive le primaire, c'est l'Association québécoise des enseignants du primaire, c'est ça? Peut-être qu'on pourrait mettre le lien aussi pour que les gens puissent retenir là, que les publications sont à venir. Je vais demander à Audrey. Donc oui, est-ce qu'il y a d'autres Oui, questions? il y aurait une dernière question de Mme Boisvert. Est-ce que les élèves, vous pensez, sont-ils amenés à développer des habiletés métacognitives? Oui, Geneviève, je vois. Oui, il Oui, pourrait vas-y. l'être. Ça dépend beaucoup de l'accompagnement, justement, que la personne enseignante va faire. Donc, justement, les questions de relance qui peuvent être données aux élèves, etc. Donc, c'est une excellente occasion, en fait, de travailler la métacognition avec les élèves, les contextes oral réflexifs. Et ça a été une préoccupation des personnes enseignantes qu'on a accompagnées dès le début du projet. Le questionnement, c'est quelque chose qui a l'air très simple et qui est pourtant si complexe. Donc, de poser les bonnes questions, de savoir quand poser ces questions-là et surtout de savoir quel type de questions on peut poser là, dans le cadre de l'accompagnement qu'on va donner aux élèves. Souvent, on va poser des questions ouvertes, mais une fois que les élèves ont répondu, on ne sait pas trop quoi faire par la suite. Donc, avec les questions, comme Geneviève le mentionnait, soit des questions de relance, des questions de suivi. Donc, comment t'en es arrivé là? Quelle était ta démarche? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Ce sont des pistes qui peuvent aider l'élève à verbaliser finalement son processus plutôt que de donner seulement la réponse qui va porter plutôt sur le résultat final. Effectivement. Et M. Tancred fait la remarque sur laquelle le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise qui arrive, l'oral réflexif, sera sûrement bien apprécié et utilisé. Ah oui, absolument. Puis, dans le cadre du projet, entre autres, on a utilisé des ressources comme Philogène avec les élèves pour travailler l'oral réflectif dans ce contexte-là. Ça s'est super bien passé. Donc, c'est une très belle ressource là, par ailleurs. Là, donc, on pourra mettre le lien dans le discuter si jamais ça vous intéresse. Bon, mais vous recevez des remerciements. Donc, merci encore.
voilà, je vais fermer cette page justement de la revue. Merci beaucoup. Force est de constater en fait que les actions concertées financées sont toujours des projets tenus par un ensemble de personnes donc, qui contribuent à leur richesse. Je veux remercier votre équipe et vous trois donc pour cette présentation qui nous permet peut-être une meilleure compréhension de tous ces enjeux liés à cette pratique d'enseignement d'oral réflexif. Pardon. Alors, merci infiniment.